vous proposer une rediffusion de l'émission de lundi, mais nous sommes dit compte tenu de l'actualité, on ne va pas vous priver du dernier développement de cette actualité, notamment tel que les journaux le disent ou les informations le donnent, la réapparition du chef de l'État, si on peut le dire ainsi. Nous allons en parler autour de ce plateau avec notre invité, mais avant que vous le voyez sur vos écrans, également que vous n'écoutiez sa voix sur les ondes de vos radios, nous allons scruter un tout petit peu la une des journaux parus ce matin dans les kiosques. On commença par Tingo Tingo qui titre « Fin du suspense sur le prétendu AVC du chef de l'État ». Déclaré porté disparu, Faure Essozimna Gnassingbé apparaît à la TVT, entendez télévision togolaise. Accouchement difficile du nouveau gouvernement selon Klassou Taton, toujours pour former son gouvernement, écrit Tingo Tingo. Et puis désengorgement des espaces carcéraux au Togo, Midnight Sun vole au secours des prisonniers de Palimé. Changement climatique, les membres de la Croix-Rouge togolaise formés sur le phénomène. Visite de la sous-secrétaire aux affaires africaines au Togo, Madame Lissa Williams, invitée d'honneur d'une réception à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis lundi soir. Et puis les problèmes d'anémie chez les enfants, Global Service et MOCU pour la même cause. Voilà donc pour ce qui concerne la une du journal Tingo Tingo dans les kiosques ce matin. Autre journal également dans les kiosques, il s'agit bien sûr du journal Le Mania Libéré de Abbas Issaka qui est aussi dans les kiosques, qui titre Syndicalisme au Togo, bataille autour de l'argent dans les confédérations syndicales, cas de la CSTT, Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Après sa nomination, autre article donc, après sa nomination dans l'attente de son gouvernement, Edmond Klassou commis l'homme et l'engagement de Faure Gnassingbé. Et puis CAP 2015 contre le diplomate allemand. Le Togo en manque d'une opposition de qualité, écrit Le Mania Libéré. Fourniture du courant électrique, le pire évité. La CET a utilisé de gros moyens pour stopper le délestage. Et puis COPED et la prévention des conflits dans la région centrale. Voilà donc pour ce qui concerne la une du journal Le Mania Libéré. Le Messager également dans les kiosques ce matin, titre Contribution du Togo à la conférence des Nations Unies sur le climat, le projet concertation technique du processus des contributions du Togo lancé. Autre article pour le colonel Urokura Agadazi, le secteur agricole s'est nettement redressé. Et puis autre article toujours à la une du journal Le Messager de notre cher confrère Tchabouré Bouraïma, adaptation du code pénal togolais aux nouvelles exigences. Les actes de torture seront désormais criminalisés. Les crimes économiques et environnementaux feront objet de poursuites, nous apprend le Messager. Et puis Togo, élucubration sur la santé du chef de l'État ou l'extrême sadisme de certains Togolais, point de suspension. Faure Gnassingbé a reçu la famille de feu Monseigneur Couteau au palais de la présidence hier. Et puis droit de l'homme pour des raisons financières, le HCDH ferme son bureau au Togo. Dernier article, fourniture du courant électrique au Togo. Des informations rassurantes grâce aux efforts du gouvernement et de la CEET, Compagnie Énergie Électrique du Togo. Autre journal également dans les kiosques, Togo Matin, en son numéro 001 de ce 22 juin, et c'est également au prix de 250 francs, à part l'éditorial qui titre un nouveau journal. Nous pouvons lire également Santé du PR, victoire rassure les Togolais. Et puis le CAP 2015 s'oppose à l'ambassadeur allemand, les émigrants révoltés contre l'impôt annuel, assaut contre les maladies tropicales. Article sport pour les préparatifs du match Djibouti Togo. Voilà donc pour ce qui concerne la une du nouveau-né donc dans les kiosques ce matin. Vision d'Afrique est aussi dans les kiosques. Fin de polémique sur la santé du chef de l'État. Faure, dans sa retraite, a mis en observation tout le monde. De profondes mutations attendues dans le prochain gouvernement. Pour couvrir les besoins en engrais dans la sous-région, la compagnie CIAT s'installe au Togo. Et puis pour relever les défis de l'heure, FEDAS devient Hogar Assurance. Préfecture de Tchaoudio, retrouvailles des fils et filles de Tchabadé.
Togo Développement du Tourisme, l'hôtel Madiba, un cadre somptueux pour les détentes, écrit Vision d'Afrique. Dernier article, supervision de la sécurité et de la sûreté aérienne dans l'espace UEMOA. Lomé a abrité la 11e réunion du comité de direction du projet POSCAP UEMOA. Voilà donc pour ce qui concerne la une de ces journaux qui sont dans les kiosques ce matin, le tout au prix de 250 francs chaque journal, donc chaque numéro. Voilà, Germain Pouli est notre invité ce matin, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain et bienvenue, surtout ça fait un bon bout de temps. Oui, c'est un plaisir d'être ici à Espoir 47, également à KNTB. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Voilà, aussi on peut le dire unanimement, tous les journaux pratiquement dans les kiosques ce matin sont revenus sur la réapparition du chef de l'État. Bonne nouvelle donc au Togolais. Bonne nouvelle pour ceux qui étaient intrigués par cette nouvelle. Nous au départ on n'y a pas cru. Pour la simple raison que les arguments avancés pour dire que le chef de l'État était largement ou était sérieusement malade ne tenaient pas. La première réaction, c'est le directeur de la communication qui, contrairement au cas d'Israël, est sorti pour dire que le chef de l'État n'était pas malade et qu'il s'apprêtait à aller en Afrique du Sud pour le sommet de l'Union africaine. Ça devrait suffire, mais ça n'a pas suffi. Certains ont préféré considérer le simple fait qu'il ne soit pas en Afrique du Sud et également des élucubrations d'un journal, La Lettre du Continent, pour dire que c'était vrai, alors que plusieurs proches collaborateurs du chef de l'État après, le directeur de cabinet, certains ministres ont eu... Il y a aussi Jeune Afrique qui a sorti un article pour dire que beaucoup de chefs d'État africains auraient tenté de joindre leur homologue en vain. Oui, bon, je crois que tout cela, bon, ça ne rime à rien. On sait comment ça se fait dans le monde du journalisme. Toutes les informations ne sont pas forcément vérifiées, parfois difficilement vérifiables, mais certains prennent le risque donc de les publier. Bon, maintenant, si il est de retour, de toute façon, s'il était malade ou pas, bon, on n'est pas beaucoup plus éclairé. On peut dire qu'il n'était pas malade. Ou s'il était malade au point où il n'est plus capable de diriger le pays, parce que c'est ça qui intriguait les gens. Donc cette version, on n'y croit pas du tout. Et Lomar est apparu déjà à plusieurs reprises. Et depuis toutes ces rumeurs, il a rencontré régulièrement des personnalités dans le cadre des consultations pour la nomination du Premier ministre, après pour les nominations dans le gouvernement. Il a rencontré même des visites privées comme celle de la famille du Monseigneur qui est décédé. Et il y a eu la rencontre avec la sous-secrétaire d'État américaine des affaires africaines. Il y a également cette audience accordée aussi au haut commissaire des droits de l'homme, donc qui est au Togo dans le cadre de la clôture des activités du HCDH. Et donc toutes ces rencontres-là, depuis plus d'une semaine, devraient faire comprendre à ceux qui doutaient encore de la bonne santé du président, de comprendre qu'il n'en est rien, qu'on était exactement dans la situation où certains se masturbent d'abord ça part des réseaux sociaux, après certains journaux prennent et relaient. Et quoique la direction de la communication cette fois a eu quand même à réagir, à dire que ce n'était pas vrai, les gens se sont toujours entêtés. Donc, bonne nouvelle, vous voyez, pour ceux qui s'inquiétaient, mauvaise nouvelle pour ceux qui malheureusement, de manière cynique, peut-être souhaitaient la maladie du chef de l'État. Bon, maintenant, pour nos Togolais, on pense qu'après les élections, le chef de l'État pouvait normalement se replier un tout petit peu, penser à la formation du gouvernement, penser à comment organiser son équipe pour relever les défis
qui sont les siens et les leurs, donc à l'issue de l'élection. Et donc, pour nous, cela peut amplement justifier cette situation où il ne se fait pas trop voir. Il nous a d'ailleurs donné l'habitude de ne pas se montrer. Ce n'est pas un président qui se fait voir chaque jour. Et donc, pour nous, il n'y avait pas d'inquiétude. Bon, maintenant que ceux qui doutaient sont situés, bon, on attend. Ce que tous les Togolais attendent, c'est un gouvernement qui va retrousser les manches pour aller à l'essentiel. Voilà, on vous a assez compris, mais dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer par considérer ça comme la nouvelle donne, puisque habituellement, on voit les images du chef de l'État sur la télévision nationale, et comme plusieurs journaux ont eu à le relever, dans cette période de supputation, il y a eu quand même une absence. Est-ce qu'on va, peut-être c'est une manière d'inculquer dans l'habitude des Togolais qu'on peut... Non, je crois que le chef de l'État n'a pas fortement changé ses habitudes. Quand vous prenez le quotidien Togo Presse, depuis qu'il est arrivé, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de pages grises. Il n'y a pas de photo à la une de Togo Presse. Et quand on ne met pas une activité du chef de l'État, il n'y en a pas. Et ça fait que malheureusement certains ont envoyé des sévères critiques à la direction de Togo Presse pour dire que ce n'était pas professionnel. Ce qui, à mon avis, aussi est vrai, parce que nous avons des aînés là-bas qui travaillent, et nous avons des journalistes formés. Mais quand on voit la présentation de Togo Presse, surtout la une, quand le chef de l'État n'est pas la une, ce n'est pas très joli à voir. Et la direction n'a pas le courage de mettre d'autres images à la une. Certains en parlaient, je discutais avec un aîné qui me disait même quand le Togo avait été qualifié pour le mondial en 2006, le quotidien national n'a pas eu le courage de mettre les éperviers à la une. C'est ce qui est quand même une aberration. Je crois que le chef de l'État, je ne sais pas s'il a donné des consignes ouvertes, mais il n'apparaît pas beaucoup comme au temps des mois où tous les Togo Presse faisaient la une du chef de l'État. Toutes les audiences qu'il accordait faisaient la une de Togo Presse. Et avec le président Faure, il n'en était rien du tout. Il reçoit des gens, mais ça ne passe pas à la une. Il mène des activités qui ne passent pas à la une. Et on a vu de plus en plus de Togo Presse qui ne faisaient pas une avec le président Faure. Maintenant, la télé, je crois que certaines activités passent, d'autres ne passent pas. Et maintenant, est-ce que les Togolais sont forcément malheureux parce qu'ils ne voient pas leur président à la télévision? Je ne crois pas du tout. C'est tout simplement parce qu'on l'a présenté comme étant mourant que les Togolais s'inquiétaient. Sinon, les Togolais sont habitués à ne pas trop voir le président Faure. Et nous, journalistes, il faut dire que c'est encore plus compliqué. Vous vous rendez compte, la dernière fois, à la conférence de presse, il n'était pas là. Moi, j'y étais, je m'attendais à voir le chef de l'État. Nous étions déçus, mais nous avons compris que c'est de son habitude. Depuis qu'il est là, il n'a pas accordé une seule interview. Donc, un journal togolais, il l'accorde même rarement sur le plan international, c'est assez rare. Et donc, c'est un président qui ne parle pas beaucoup, il est conscient de cela. Et pendant la campagne, vous vous rendrez compte qu'il a même eu à le confesser lors de certains meetings où il a pris... qu'il ne communique pas. Oui, il dit aux populations, mais vous-même, vous savez que je ne parle pas beaucoup. donc, il résume. Donc, je crois qu'il nous a habitués à cela, mais ce n'est pas... Parfois, on a envie quand même de voir le président. Pas tout le temps, comme le faisait Sarkozy en son temps. Mais de temps en temps, on a quand même envie de voir le président sortir, serait-ce que le plaisir de le voir, de le suivre en interview. J'espère que ça viendra. Et à défaut, je pense que la direction de la communication saura élaborer ses stratégies en fonction, parce que je crois que la direction de la communication est consciente qu'elle travaille avec un chef d'État qui ne parle pas beaucoup. Donc, elle doit forcément revoir sa stratégie de communication. Très bien. Une dernière question autour de ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes le disent, on peut considérer ça comme une stratégie politique? Une stratégie politique... Se mettre en retrait par rapport
à l'écran par rapport à une visibilité et réapparaître, puisqu'on a vécu un peu pratiquement la même chose en 2012? Non, je crois qu'en 2012, les rumeurs étaient un peu trop fortes. Plus alarmantes. Et on ne parlait pas de maladie, on parlait de décès. décès. Donc la situation était compliquée. Et donc quand il est revenu, donc ses militants et sympathisants sont allés l'accueillir à l'aéroport. Et lui, il a profité pour montrer sa grande forme. Voilà, il a marché et on sait que c'est un marcheur. Il a l'habitude de marcher, selon ses proches. La marche serait un des sports qu'il préfère. Pratiqué. Voilà, donc il marche énormément. Donc de l'aéroport jusqu'à son domicile, il avait marché. Et donc ses adversaires ont pensé que c'était une stratégie politique, alors qu'en réalité la rumeur venait beaucoup plus du camp des adversaires, donc qui finalement lui ont rendu service à cette occasion. Mais pour cette fois-ci, non, je ne pense pas qu'il s'agisse forcément d'une stratégie politique. D'abord, on sort d'une élection et on est dans l'attente de la formation d'un gouvernement. Donc, ça veut dire que les activités en réalité sont ralenties, puisque le gouvernement qui est là en charge de la gestion des affaires courantes. Donc, il y a quand même une activité un peu ralentie. Quand bien même les ministères fonctionnent, ce n'est pas à leur rythme habituel. Donc, ça se ressent également au niveau de la présidence. Et on sait aussi que former un gouvernement n'est pas chose aisée. À moins qu'on décide simplement de reconduire l'ancienne équipe avec 2 ou 3 permutations, 2 ou 3 entrées, là c'est assez facile à faire. Maintenant, il faut tenir compte de la géopolitique, il faut tenir compte des compétences des personnalités qui seront nommées, il faut tenir compte de bien d'autres contingences, qu'elles soient politiques, des alliances et tout ça, des accords aussi politiques. Et il faut parfois aussi tenir compte de la diaspora, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Et donc, je crois que ce n'est pas aussi facile qu'on le présente. C'est vrai qu'on ne va pas former... Ça mérite du temps. On ne va pas former forcément une équipe d'élite, une équipe extraordinaire. Mais il faut faire les bons dosages, il faut prendre le temps. Un bon casting. Il faut surtout que rien ne presse. Il faut prendre le temps. Donc, pour moi, le président s'est retiré. Après l'élection, c'est normal, il s'est retiré pour former un gouvernement. Il peut aussi se reposer, pourquoi pas, parce qu'il a eu une campagne quand même assez... Il était entre 2 et 3 meetings par jour. Assez difficile. Il a battu campagne beaucoup plus que ses adversaires, qui n'ont pas beaucoup tourné comme lui. Donc, je crois qu'après la victoire, il peut s'offrir ce repos-là et planifier les actions qu'il devra poser pour les nouveaux défis auxquels il est confronté, et le pays en général. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre sur vos petits écrans. Nous sommes dans le studio vert de la télévision Espoir 47, dans la préfecture de Zior, dans la ville de Thiévié, dans le quartier Pali. Et puis vous nous suivez également sur les ondes des médias partenaires, Radio KNTB à Lomé, Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Anéhor, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Nous allons à présent aborder le volet concernant la fin de mission au Togo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Un journal l'a relevé tout à l'heure pour nous informer que c'est à cause de manque de moyens. Il faut quand même dire que le HCDH était face à la presse hier. Aujourd'hui, Germain, quelle sorte de bilan peut-on faire, puisque nous savons que l'arrivée du HCDH au Togo était liée à un accord au lendemain des tristes événements que le Togo a connus en 2005? Oui, bon, on ne va pas dire que c'est lié à ces événements. C'est d'abord le Togo qui a sollicité le HCR et le HCDH. Il faut peut-être revenir un peu définir la mission du HCDH pour dire que c'est un organisme des Nations Unies donc, qui fait la promotion des droits de l'homme, qui accompagne les États, les aide à définir des programmes, à définir des politiques pour assurer la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc le Togo a fait appel au HCDH en 2006. C'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes de droits de l'homme, comme dans tous les pays, même les plus démocratiques, parce que c'est une lutte permanente.
Et la violation des droits de l'homme a été quelque peu exacerbée, comme tu le disais, après la violente présidentielle de 2005. Et le Togo donc, a sollicité le HCDH, donc un accord a été signé, donc le HCDH est venu et a passé 9 ans au Togo et a beaucoup fait pour aider le Togo dans le sens de la promotion et de la défense des droits de l'homme. Et on ne pourra pas aller dans tous les détails de ce bilan, mais il faut déjà dire que le HCDH a fait un travail important dont on ne parle pas assez, c'est la formation d'une société civile capable maintenant de suivre l'évolution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Et elle a beaucoup appuyé ces associations-là de la société civile. Je parle des ligues de défense des droits de l'homme, je parle même de la CRT, je parle de Ensemble pour les droits de l'homme et tout ça. Donc plusieurs associations qui ont été accompagnées par le HCDH au même moment qu'il travaille avec le gouvernement. Il est au chevet aussi de la société civile qui l'a formé pour pouvoir poursuivre. Aujourd'hui, après 9 ans, est-ce que nous avons un pays où les droits de l'homme ont connu une embellie? On va dire oui. Et ça, tout le monde le reconnaîtra. Et quand vous vous informez, on dit qu'il y a des problèmes financiers. C'est à travers le monde, le HCDH a des problèmes financiers partout. Mais quand on décide de faire partir un bureau, c'est par ordre de priorité. Les pays dans lesquels on estime que la situation est plus ou moins normalisée, c'est là où le bureau quitte facilement. Donc le Togo fait partie de ces pays dans lesquels il y a une amélioration de la situation des droits de l'homme. Mais vous verrez que là où les droits de l'homme connaissent des difficultés, donc le peu de moyens que le HCDH a, il mettra ces moyens-là dans ce pays-là pour continuer le travail. Donc, on peut déjà se dire qu'au Togo, il y a une certaine embellie. Et on a un pays aussi qui est ouvert à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Le Togo s'est inscrit à l'EPU, l'examen périodique universel, qui se tient à Genève. Je crois que le prochain rendez-vous du Togo, c'est en 2016. L'avant-dernier, le dernier rendez-vous, c'était en 2011 à Genève. Et où nous avions eu le privilège d'assister à cette rencontre-là. Et c'est un examen volontaire où tous les pays se soumettent volontairement donc au Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et vous faites une situation des droits de l'homme dans votre pays. Quels sont les problèmes que le pays a? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Togo va à cet examen avec sa société civile. Donc vous avez une délégation de l'État et une délégation de la société civile. Et donc le comité reçoit la société civile, reçoit le gouvernement et après reçoit les deux ensemble. Et vous verrez qu'avant d'aller donc à l'EPU, il y a cette concertation entre les associations de défense des droits de l'homme au Togo et le gouvernement qui font un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Et à partir de ce rapport, le Togo passe un examen. Et il y a généralement le ministre des droits de l'homme qui est là et puis quelques autres ministres. Et ils répondent aux questions. Et après, la société civile. Voilà, et après, il y a des recommandations qui sont faites au pays. Et ce n'est pas tous les pays qui se soumettent, c'est seulement les pays qui veulent améliorer vraiment la situation des droits de l'homme chez eux qui se soumettent à cet examen. Le Togo, donc, je le disais, s'est soumis à le pays. Prochain rendez-vous, ça sera donc en 2016. Et donc, vous avez un pays quand même qui a un engagement pour respecter les droits de l'homme. Et nous avons une société civile aujourd'hui qui l'a prouvé au niveau de l'observation des élections, qu'elle est beaucoup plus active aujourd'hui. Et donc, en matière de droits de l'homme, je crois également qu'elle est assez formée pour pouvoir suivre le processus, même si le HCDH s'en va. Maintenant, pour revenir au bilan le plus important qui est mêlé à des affaires politico-judiciaires, c'est la question de la torture. Aujourd'hui,
La torture, on peut dire qu'elle n'existe pas. On avait parlé de l'ANR. L'ANR a été réformée. Elle ne doit plus être un lieu de détention. Maintenant, la torture n'existait pas dans l'arsenal juridique togolais. Elle n'était pas définie comme une infraction et sanctionnée comme telle. Et aujourd'hui, au niveau du Parlement, il y a un projet de code pénal qui est là et qui a incriminé la torture. Donc aujourd'hui, dans le code pénal togolais, qui on l'espère sera adopté très bientôt en plénière à l'Assemblée nationale, la torture existe comme un crime, comme un délit et comme une infraction. Et donc, quand vous torturez quelqu'un, vous appliquez une peine. Il y avait eu cette difficulté parce que il n'y avait pas la torture qui était définie comme une infraction dans le code. Et quand vous torturez quelqu'un, on ne peut que peut-être vous appliquer une peine disciplinaire en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État. Et à l'EPU, certains avaient estimé qu'on pouvait assimiler la torture à certaines autres infractions comme les voies de fait, comme la violence volontaire et tout ça, mais ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, le Togo a déjà envoyé ce projet à l'Assemblée dont la torture sera incriminée. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Quand on parle des droits de l'homme, il y a plusieurs sortes de droits. Il y a les droits humains, il y a les droits sociaux, économiques et culturels. Et dans ce domaine, par exemple, vous avez les violences faites aux femmes. Nous avons, par exemple, les droits des handicapés. Aujourd'hui, le Togo a évolué, même la protection qu'on doit assurer aux personnes atteintes de VIH-Sida. Vous savez que plusieurs de ces personnes voient leurs droits violés. Et le Togo est l'un des pays aujourd'hui qui a un code qui protège les personnes atteintes de VIH. Donc ça, on peut le mettre à l'actif. Le droit à l'éducation, à la santé. Vous avez aujourd'hui les handicapés qui ont du mal à se former. Leur droit à l'éducation n'est pas totalement reconnu. Et celles qui ont quand même réussi à se faire former, vous verrez qu'elles ont du mal à avoir un travail. Le droit à l'emploi des personnes handicapées dont les efforts sont en cours. Et vous avez aujourd'hui un droit sur lequel il faut travailler au Togo, c'est le droit à la propriété foncière. Pour être propriétaire, les gens ont envie. Ça aussi, le Togo y travaille. Après les états généraux sur le foncier, je crois que le Togo travaille aussi à adopter un code foncier. Ça ne sera pas facile, mais il va falloir le faire. Donc il y a plusieurs domaines. Et je ne reviendrai pas sur le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant donc, et autres. Voilà. Donc, je crois que quand on parle de droits de l'homme, malheureusement, les gens sont restés beaucoup plus au niveau de la torture, au niveau des milieux carcéraux dans les prisons. Aujourd'hui, les droits de l'homme ont été, en tout cas, assez améliorés. Et ça commence déjà quand on vous interpelle, par exemple, à la police. Et vous verrez que la garde à vue, il faut qu'on la respecte. Si vous êtes déféré, il faut aussi, après les droits de l'homme aussi, il faut pouvoir être jugé. Parce que quand vous êtes en prison, vous êtes un innocent. Vous n'êtes pas encore coupable. La présomption d'innocence. Il faut qu'on vous juge dans les meilleurs délais. Et donc, on voit un peu que les prisons togolaises sont assez remplies. Il faut en construire de nouvelles. Est-ce qu'il faut penser aussi à les désengorger autrement? Est-ce que les prisonniers sont bien nourris? Ça aussi, c'est leur droit d'être bien nourris. Et toutes ces questions, il faut les passer en revue. Et des efforts ont été faits. Dans le cadre de la modernisation de la justice, aujourd'hui, vous verrez que des tribunaux ont été créés dans toutes les grandes villes. Les cours d'appel, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a aujourd'hui dans les chefs-lieux des régions. Et les assises qui s'organisaient une fois tous les 2 ans, parfois tous les ans. Aujourd'hui, les assises, c'est tous les 6 mois. Donc, ça permet quand même de liquider les affaires. Ça permet de juger les gens, de libérer ceux qui méritent d'être libérés. Et pourquoi pas de condamner ceux qui méritent d'être condamnés. Sont coupables. Donc, globalement, je crois que la situation s'est améliorée en matière de droits de l'homme au Togo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est déjà le HCDH qui le dit. Et si le bureau part du Togo aujourd'hui, en termes de priorité pour le HCDH, c'est dans les pays où il y a
moins de problèmes de droits de l'homme, on peut partir facilement et concentrer les efforts dans les pays où il y a plus de difficultés. Voilà, vous avez fait un développement assez complexe sur la situation des droits de l'homme au Togo, mais quand on prend par exemple le cas de crédibilité de ces associations, ou que ce soit de la société civile, c'est-à-dire qui défendent les droits de l'homme, on prend par exemple le cas Kofi Kunté avec, au lendemain d'une enquête commanditée par le gouvernement, qu'on soit face à un feuilleton de publication de double rapport. En termes de crédibilité, est-ce qu'aujourd'hui ces institutions qui vont prendre la relève peuvent rassurer les Togolais? Bon, là je crois que vous parlez de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons aussi la CVJR, qui va aussi contribuer à l'amélioration des droits de l'homme, un peu lié à toutes les violences politiques qu'ont connu le Togo de 1958 à 2005. Et au niveau de la CNDH, il faut se dire que c'est une affaire politico-judiciaire. Et c'est pour cela que, je le disais tantôt, quand on parle des droits de l'homme, les gens pensent beaucoup à la torture. Et quand on parle de torture, on pense à l'affaire Agba Bertin, Pascal Bodiona et Mirati. On pense à l'affaire Kwachanya Singbe, qui sont des affaires qui ont été assez politisées, parce que la plupart des avocats qui ont géré ces affaires étaient des hommes politiques. Et des défenseurs des droits de l'homme? Non, des hommes politiques d'abord, avant même des défenseurs des droits de l'homme. Et nous, on l'avait quand même critiqué en son temps. Les avocats avaient pratiquement dénaturé la notion même des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on défendait les droits des plus offrants. Vous ne le verrez pas dans les prisons pour aller voir comment les gens vivent, par exemple. Mais vous le verrez au chevet de certains milliardaires qui ont des difficultés avec la justice. Et on a présenté ces affaires-là comme les plus grandes violations des droits de l'homme au Togo. C'est-à-dire, Agba Bertin a été menotté alors qu'il était à l'hôpital. Kwachanya Singbe et certains de ses co-détenus ont été torturés. Donc, ce sont ces affaires-là qu'on a présentées. Et donc, le rapport Kunté est étroitement lié à ces affaires-là. Où vous verrez qu'il y a eu beaucoup. On parlera d'une part de pression politique, et on parlera d'une part de corruption. Et de manipulation également. Parce que vous avez des gens engagés dans cette affaire qui ont des moyens pour corrompre. Et on dit aussi que le pouvoir mettait la pression politique. Et donc vous voyez que c'est des affaires qui ont focalisé beaucoup d'énergie parce que d'un côté, ceux qui sont mis en cause dans ces affaires avaient les moyens pour influencer les juges. Et de l'autre côté, on dit que le pouvoir aussi avait la pression sur les mêmes juges, donc qui étaient entre deux étaux. Donc vous comprendrez que la publication de ce rapport et la fuite du président Kofi Kunté de la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà. Donc restent des affaires beaucoup plus politiques que judiciaires et relatives aux droits de l'homme. Vous avez des hommes politiques qui sont mêlés à ces affaires. Mais en termes de crédibilité des institutions, puisque là nous parlons de la Commission nationale des droits de l'homme, une commission qui a eu à travailler sur une affaire, qui sort son rapport, et puis on revoit un rapport bis en termes de crédibilité aujourd'hui, puisque ce sont ces associations-là qui vont prendre la relève du travail. Oui, mais non, il n'y a pas. D'abord, la CNDH, c'est un organisme de l'État. Et c'est vrai que le Togo fait partie des premiers pays en Afrique noire à avoir instauré ce genre de commission un peu avant 1990. Et Maître Agwebo était le premier président de cette commission et il a fait un travail assez remarquable. Mais après, je crois que la défense des droits de l'homme a été beaucoup plus l'apanage des associations qui sont en dehors du pouvoir et qui sont de la société civile. Et donc, quand je parle de la poursuite de ce travail, c'est beaucoup plus de la société civile. Voilà. C'est-à-dire qu'un organisme qui est créé par l'État, c'est vrai qu'aujourd'hui on pense à réformer la CNDH, lui donner plus de moyens, plus d'autonomie pour faire son travail, mais ça reste toujours une institution créée par l'État. Et donc il n'y a pas toutes les libertés, même si on peut saluer ce rapport finalement parce que la CNDH a fait le travail normalement, même s'il y a eu finalement 2 rapports qui ont été publiés. Il y a eu au moins un qui a été mis en exergue finalement. Oui,
de toute façon, les allégations de torture ont été avérées, puisque c'est le journal et le tribunal qui avait, pendant le procès, demandé qu'une enquête se fasse. Elle a été confiée à la CNDH. Les gens ne croyaient pas trop, mais le travail a été fait. Mais le gros lot du travail, à mon avis, doit se faire par la société civile, par celle qui est collée au pouvoir, non plus aussi par celle qui est collée à l'opposition, parce que vous avez une société civile malheureusement collée à l'opposition, dont les patrons sont des leaders de l'opposition, représentent l'opposition dans les CENI, sont même dans les états-majors des partis politiques de l'opposition et tout ça. Il faut savoir enlever la société civile de la sphère politique, parce que c'est la société civile par définition, c'est qu'elle agit en dehors de la sphère politique. Et ça lui donne une indépendance qui permet de faire le travail de dire quand c'est bleu, quand c'est jaune. Et donc, la société civile doit être forte. Aujourd'hui, est-ce que nous avons une société civile assez forte pour pouvoir faire ce travail quand le HCDH serait parti? Je dis oui. Pas toute la société civile, mais une partie. Celle qui arrive à se désolidariser des politiques fera le travail, et on l'a vu au niveau de l'élection présidentielle du 25 avril. Il y avait la concertation nationale de la société civile qui a fait un travail de décompte parallèle et qui a abouti à un résultat qui est presque identique à celui publié par la CENI et qui a été financé par l'Union européenne. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ambassadeur de l'Union européenne qui a dit que c'est une expérience assez extraordinaire qui a été faite parce que d'habitude, les observateurs de l'Union européenne qui viennent coûte 2 fois plus cher que ce que la société civile... Les observateurs nationaux. Pas les observateurs, de la société civile, pas togolaise. Et le travail qui a été fait, il a dit qu'il avait mis en garde la société civile. Il dit, c'est la première expérience, on vous donnera les moyens, mais faites un bon travail, qui ne soit pas critiquable, un travail juste. Et c'est ce qui a été fait. Donc je crois que c'est un exemple que la société civile togolaise a donné. Ça se fait dans certains pays comme le Ghana. Ça se fait. Mais en Afrique francophone, je crois que ça a été fait une fois au Mali, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, la société civile togolaise a montré qu'elle est capable de le faire. Et donc, en matière de droits de l'homme, je pense aussi qu'elle peut le faire. Il suffit de dire, elle le fait déjà assez bien, elle le fait déjà assez bien. Maintenant, il faut prendre plus d'indépendance par rapport aux politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Et je crois que c'est aussi l'espoir de Madame la représentante résidence du HCDH qui est en train de partir. Elle compte sur la société civile togolaise pour continuer ce travail parce que la situation des droits de l'homme au Togo est beaucoup plus rassurante. Mais il faut aussi se dire que les droits de l'homme, tout comme la démocratie, c'est un combat de tous les jours. On ne peut pas se satisfaire, se dire, on a atteint un niveau. Non, il y a toujours risque qu'on chute. Et donc, il faut des associations pour faire la garde, pour attirer l'attention des autorités quand ça ne va pas. Et quand on parle de société civile, on oublie parfois les médias. Nous aussi, nous sommes appelés des acteurs de la société civile. À jouer un grand rôle dans la promotion des droits de l'homme. Et donc, je pense que le pays a atteint un niveau où on ne peut plus se permettre de reculer, on ne peut qu'avancer dans le sens de la promotion des droits de l'homme, donc avec des tests, une justice qui se modernise, une justice qui se rapproche de plus en plus du justiciable avec la décentralisation donc des structures, des juridictions, avec après des lois aussi qu'il faut moderniser, les adapter donc aux ambitions de protéger davantage les droits de l'homme, et avec le code pénal et le code de procédure pénale aussi qui sont pratiquement à l'Assemblée nationale et qui attendent d'être adoptés pour renforcer l'arsenal juridique. Et donc je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, on a besoin d'une société civile capable d'accompagner cela. On a besoin aussi d'une CNDH beaucoup plus autonome, qui a des moyens de travailler davantage, de travailler beaucoup plus librement. Donc on espère que l'État, dans sa volonté de donner
plus d'importance à la CNDH pour qu'elle fasse son travail, lui donnera aussi les moyens. Mais après, tous les membres de cette commission devraient s'offrir l'indépendance qu'il faut pour faire ce travail, avoir le courage qu'ils ont eu, par exemple, quand il s'agissait de faire ce rapport-là sur les cas, les allégations de torture. Très bien, il nous reste moins de 5 minutes à passer dans cette émission. On va rapidement parler des examens de fin d'année, le Bac 2, qui a pris fin lundi dernier. Nombreux sont les candidats qui se plaignent par rapport au niveau des épreuves, surtout avec une année scolaire qui s'est déroulée en dents de scie. On a vu des grèves à répétition des travailleurs, donc de la Syndic des travailleurs du Togo. On a vu le long congé de Pâques, environ 1 mois, qui a coïncidé avec la période électorale. Aujourd'hui, par rapport à cette plainte des élèves, je ne sais pas si ce sont des plaintes justifiées. Je n'ai pas. Parce qu'on a eu à les interroger dans différents centres. On aurait bien voulu proposer l'élément. Moi, je n'ai pas fait cette petite enquête, malheureusement, pour pouvoir me prononcer. Mais le ministre des Enseignements primaires et secondaires, en son temps, avait quand même rassuré les élèves, puisque... Il y a même eu le chef de l'État qui l'a dit voilà, de sa campagne. Au moment des grèves répétitives, où les enseignants avaient pris l'habitude de dire aux élèves que le cours était considéré comme fait, on a quand même pu rassurer les élèves et leur dire qu'on ne saurait apporter à l'occasion des examens, des épreuves sur des cours qui n'ont pas été faits. Et si je crois que l'État doit normalement respecter cette parole donnée là, ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'on ne saurait pénaliser les élèves pour des cours qui n'ont pas été faits. Et donc je pense que si je crois cela, et je suis bien tenté de le croire, parce que je trouve anormal puisque les élèves pointent du doigt les épreuves d'histoire-géographie, on pointe également du doigt la philosophie. Oui, qu'il y a des chapitres qui n'ont pas fait, qui sont venus à l'examen. Oui, donc je crois que si tel est le cas, moi je n'ai pas l'information, si tel est le cas, ils sont en droit de se plaindre. Mais je crois que généralement les élèves sont examinés sur les cours qui ont été faits. Ce sont des professeurs qui envoient généralement, qui proposent des sujets. Et je pense que s'il y a ce genre de situation, le gouvernement, le ministre doit prendre des dispositions pour corriger cela. Mais je pensais qu'avec cette promesse, on ne pourrait pas se plaindre de cela. Là. Voilà. En tout cas, on vous a assez compris. On va peut-être rapidement parler en 1 minute, on va dire, de l'état des cimetières. Si nous restons dans la capitale togolaise, donc à Lomé, il y a le journal Courrier de la République qui en a fait un bon sujet lundi dernier avec des photos qui montrent des cimetières laissés complètement dans des états de délabrement. Il y en a qui sont transformés en dépotoirs, il y en a qui sont devenus des latrines publiques pratiquement. Oui, c'est déplorable. Moi, samedi dernier, j'étais à l'enterrement d'un parent au cimetière de Bekota. Et j'ai été surpris de constater, en début là, il y a 4-5 jours maintenant, de voir des gens déféquer entre les tombes. J'en ai vu plusieurs, j'étais assez surpris. Je crois que ça vient des riverains, qu'il n'y a pas de maisons assez éloignées des cimetières. Il y a malheureusement encore dans notre hôpital certaines personnes qui construisent des maisons sans prévoir des latrines, où on ne prévoit pas des latrines avec des puisards faits de façon où on puisse faire de la vidange facilement. Et donc, quand c'est des WC à l'ancienne, on ne peut pas faire la vidange parce que tout est dur. Parfois, on verse de l'eau avant de tenter de faire la vidange, ça ne marche pas du tout. Ou tout simplement, vous avez des latrines où vous avez des locataires ou des propriétaires, quand c'est plein, qui ne se fatiguent même pas pour cotiser, pour aller faire la vidange. Dans plusieurs de ces situations, je n'explique pas, je ne justifie pas, j'essaie d'expliquer, qui font que certains quittent leur maison pour aller déféquer. Vous avez aussi des petits bandits aussi,
sans-abri, qui vivent nulle part en réalité, et donc qui le font. Moi, je crois que c'est juste pour narguer, je ne sais pas, les morts ou leurs parents, parce que on pourrait le faire à côté. Mais il y a quand même la municipalité qui se charge des cimetières. Non, ce n'est pas une question de municipalité. Les gens viennent la nuit ou très tôt le matin. Soit on recrute des gardes, et un cimetière c'est grand, soit on va mettre une vingtaine de personnes dans un cimetière pour surveiller 24 heures sur 24. Non, je crois qu'il faut respecter les morts. Nous sommes issus de sociétés où on donne quand même une place de choix aux morts. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre parent qui est enterré là-bas que vous allez profaner un peu, si je peux aggraver un peu en utilisant ce terme. Puisqu'ils vont jusqu'à casser quand même les tombes et oui, on enlève les ossements et tout ça, oui. Donc, je crois que c'est une question de conscience, c'est pas une question de mairie. Moi, j'aurais préféré que quelqu'un défèque à l'entrée d'un cimetière que de le faire dedans ou sur des tombes. Bon, je me dis, manque de civisme. On doit quand même, manque de civisme, manque de considération aux morts. C'est vrai, pour certains, les morts sont morts, mais je crois que vu tous les soins dont on entoure les morts, et tout ce que ça coûte, c'est tout ce que ça coûte, c'est qu'on leur accorde malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, une grande importance. Donc, pour moi, c'est pas une question de mairie, c'est une question de conscience. Après, il faut que les cimetières soient entretenus parce que quand il y a aussi des herbes, quand ce n'est pas propre, la saleté attire la saleté. Quand ce n'est pas entretenu, les gens y vont aussi plus facilement. Mais quand c'est propre, on hésite un peu. Mais le cimetière que moi j'ai vu samedi était assez propre. Mais les gens sont allés quand même déféquer. J'ai trouvé que c'est choquant. On ne peut que, si on connaît ces personnes, les sensibiliser ou interpeller les riverains pour qu'ils passent le message autour d'eux. Et surtout prendre des dispositions quand même pour que, au niveau de chaque maison, il y ait des latrines. Aujourd'hui, il y a des latrines publiques. Certains vont y payer un peu, ils le font. Mais je crois que c'est une question de conscience. Et il faut que les Togolais prennent conscience. Et c'est pour nous-mêmes d'abord, parce que quand nous déféquons, et quand je le dis, il y a des cimetières qui ne sont pas éloignés des maisons. Et les mouches partent du cimetière, retournent à la maison, vous déposent tout simplement ce qu'elles ont ramassé sur les déchets dans vos plats et c'est bonjour les dégâts avec les maladies. Voilà. Merci donc Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, surtout pour la disponibilité. C'est nous qui vous remercions et on espère n'avoir pas beaucoup ennuyé les auditeurs parce qu'il n'y avait pas de contradiction. Oui, mais il faut quand même avouer que ce sont des sujets... Oui, c'était des sujets quand même qui ne prêtaient pas trop à trop d'échanges, mais on a essayé de les parcourir. Merci aux éditeurs de nous avoir supportés. Voilà. Merci donc, très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, internautes. Vous étiez dans votre émission Grand Jury, le numéro de ce mercredi 24 juin 2015. Bien de choses chez vous. Au revoir.